Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous entamons une série d'émissions consacrées essentiellement à la santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité. D'emblée, je dirais que mes démarches n'ont pas de but thérapeutique. L'information peut résoudre certaines difficultés inhérentes à l'infertilité. Et vous le verrez tout à l'heure. La probabilité de grossesse natale, naturelle, diminue avec l'âge. 25 ans à 25 ans sur un rapport normal, on a 25% de chances d'avoir un enfant. Ça descend à 12% à 30 ans, 35 ans. Et 6% à 40 ans. Et encore plus bas à partir de 41 ans. Mes conseils personnels: ne pas attendre trop longtemps pour avoir un enfant. En cas de doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Hasizuka tukufu. Jodunga mipango vani ikawa yohusu tambu ya huzaya na mpango ini wamiti doktera be madhumuni yangu ya hutsongesa mfu ajue stambu labda utsoshida upare shawiri hazizo sisi la tsawakat ila sisharivulishie tabibu mhu ikawofanya hazi hohopitie salpêtrière à Paris ikawirwa Philippe Touren aheleza stambu za huzaya harma couple navavo risivulishia ubanawo mpango watu wa leo so intitulé nena ujao kamgwa benze infertilité. Parlons-en avec le docteur Philippe, avec le professeur Philippe Touren. Pour ce qui est de l'infertilité, qui est le terme maintenant le plus approprié, il est vrai qu'on n'utilise plus tellement le terme de stérilité, qui est toujours quelque chose d'un peu plus marquant pour les patients et qui ont le sentiment d'abord que c'est un phénomène définitif. Être une femme stérile, ça veut dire je n'aurai jamais d'enfant. Donc je crois qu'il faut être très précautionneux. C'est un premier message très important par rapport aux patients en général, aux couples, aux femmes ou aux hommes. On n'a jamais le droit de fermer complètement la porte, dans la plupart des cas, à un projet, je dirais, de grossesse, sans avoir eu une démarche extrêmement rigoureuse. Il est vrai que les infertilités féminines sont souvent considérées comme étant les plus importantes, et c'est la réalité, même si les infertilités masculines sont aussi fréquentes. Et n'oublions pas ces situations d'infertilité mixte du couple, où tant l'homme que la femme posent des problèmes en termes de fécondité. Alors pourquoi est-ce qu'une femme est peu ou pas fertile? Eh bien ça nous ramène d'abord à bien comprendre comment fonctionne, je dirais, l'organisme féminin au cours de ce fameux cycle menstruel, puisque la femme est effectivement, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, en quelque sorte programmée pour permettre tous les mois de libérer un ovule, une gamète sexuelle, un ovocyte,
qui, s'il est fécondé par un spermatozoïde, va donner un embryon, qui, s'il s'implante dans l'utérus de la femme, va donner un embryon implanté, puis ensuite, évidemment, un fœtus et un bébé à la naissance, qui est donc, je dirais, le schéma le plus classique. Comment est-ce qu'une femme en arrive à fabriquer, je dirais, cette gamète sexuelle? Il faut bien comprendre que pour que tout fonctionne normalement, il lui faut en quelque sorte 4 étages parfaitement fonctionnels dans son organisme. Il lui faut la base du cerveau, qui est fondamentale, qui va libérer des hormones, qui vont aller s'accrocher sur un deuxième étage qui s'appelle l'hypophyse. L'hypophyse, là encore, qui va être en quelque sorte une commande centrale et qui va contrôler le fonctionnement des ovaires grâce à la libération de certaines hormones, qui vont libérer des hormones dans les ovaires et libérer au moment de l'ovulation tous les mois cette fameuse gamète sexuelle. Et enfin, 4e étage, il lui faut un utérus pour que, si cette gamète sexuelle a été fécondée par un spermatozoïde, l'embryon puisse évidemment s'implanter dans un utérus. Il va d'abord falloir l'interroger, puis ensuite l'examiner. Ça, c'est absolument fondamental. On ne doit surtout pas passer à la démarche du traitement, voire de discuter une fécondation in vitro chez des femmes pour lesquelles il y a peut-être des éléments simples d'interrogatoire ou simples de dosage hormonaux qui vont nous dire voilà où est le problème et voilà comment je vais traiter. Donc l'interrogatoire, c'est effectivement depuis combien de temps cette femme désire mener une grossesse. Donc ça, c'est un élément extrêmement fondamental. Une femme qui vient vous voir en disant « j'ai arrêté ma pilule, ça fait 3 mois, je ne suis pas enceinte », il faut savoir pondérer. Il est évident que si c'est une femme qui a 40 ans, on va être un peu plus proactif que si c'est une femme de 27, 28 ans, on va se donner du temps. Schématiquement, on disait on ne fait rien avant 2 ans de tentative d'obtenir un enfant, donc rapport sexuel régulier, notamment en période périovulatoire, sans moyen de contraception, préservatif ou autre, mécanique ou évidemment pilule. Le terme, le délai de 2 ans devient de plus en plus difficile à tenir parce qu'il y a une pression, tout simplement, des gens, des couples, qui ne veulent pas attendre 2 ans. Donc je pense que très raisonnablement, on entreprend un minimum de démarches déjà au bout d'1 an, sauf si d'emblée, la patiente a des plaintes qui vont devoir justifier la pratique d'un certain nombre d'examens. Par exemple, une femme qui dit « je souhaite un enfant, mais je n'ai pas de règles ». Si je n'ai pas mes règles tous les mois, ça veut dire que quelque part, si elle n'a pas eu ses règles, c'est que toute la mécanique du cycle menstruel ne fonctionne pas. On ne va pas attendre 1 an, 2 ans avant d'entreprendre une démarche. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas ses règles régulièrement. Et donc, on peut être amené à coupler la démarche de pourquoi vous êtes infertile à pourquoi vous n'avez pas vos règles. Et d'ailleurs, l'un va avec l'autre très souvent. Et donc, on va faire des diagnostics ensuite très précis de savoir s'il y a une anomalie au niveau central du cerveau, la base du cerveau, au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'ovaire ou au niveau de l'utérus lui-même. Donc ça, c'est un élément très important, en sachant que le cerveau, l'hypophyse et l'ovaire, ce sont des causes hormonales, des anomalies de fabrication, soit en excès, soit en insuffisance. Et l'utérus, c'est le plus souvent des phénomènes mécaniques, c'est-à-dire on a le sentiment que tout marche bien, mais l'embryon ne s'implante pas et s'il n'y a pas un obstacle au niveau de l'utérus à rechercher. Et donc on fait des dosages hormonaux très basiques. On cherche à savoir s'il y a fabrication d'un excès de prolactine par l'hypophyse qui empêche toute femme d'ovuler. On cherche à savoir s'il y a une insuffisance de fonctionnement des hormones qui contrôlent le fonctionnement de l'ovaire, la FSH et la LH. On vérifie s'il y a une fabrication d'œstradiol au niveau des ovaires. On vérifie s'il n'y a pas une fabrication de testostérone, qui est une hormone masculine et qui, quand elle est fabriquée en excès chez une femme, peut empêcher la femme d'avoir une ovulation correcte. Donc ça, c'est toute une démarche rigoureuse. À cette démarche hormonale, on fait toujours une exploration par une échographie de l'utérus et des ovaires pour savoir, en gros, la taille, s'il y a la présence de ces follicules au niveau des ovaires, savoir s'il existe un obstacle au niveau de l'utérus. Et on fait notamment aussi une IRM du cerveau, de la base du cerveau et de l'hypophyse pour savoir s'il n'y a pas une maladie, une petite tumeur, ce qu'on appelle un adénome, qui est toujours bénigne, qui empêcherait un fonctionnement normal, puisque finalement, s'il y a une dérégulation au niveau central, en cascade, les ovaires ne vont plus bien marcher et ne vont plus bien fonctionner, et il n'y aura pas d'implantation d'un embryon au niveau de l'utérus. Chez l'homme, on n'a pas la même physiologie. Je veux dire par là qu'on n'est pas tous les mois avec un fonctionnement cyclique comme la femme. L'homme fabrique des spermatozoïdes depuis sa puberté et peut en fabriquer jusqu'à sa mort. Donc on a simplement un fonctionnement du testicule qui, comme l'ovaire, va dépendre de l'hypophyse et de la base du cerveau. Donc on peut comprendre là encore que s'il y a une anomalie de l'hypophyse ou une anomalie de la base du cerveau, de l'hypothalamus,
eh bien le testicule ne va plus bien fonctionner. À l'inverse, s'il y a une anomalie intrinsèque à l'intérieur du testicule, ça c'est un élément très important, eh bien on peut concevoir que le testicule ne fonctionne plus bien. Et à ce moment-là, il peut y avoir infertilité. Mais ce qui est fondamental à bien souligner là actuellement pour nos patients, c'est qu'un homme, comme la femme, a une double vocation. Fabriquer des hormones. Une femme fabrique des œstrogènes et de la progestérone. C'est ce qui fait que les seins vont pousser à la puberté. C'est ce qui fait qu'elle va avoir une imprégnation en œstrogène, de la glaire au niveau du vagin, etc. Une peau qui est plutôt trophique. L'homme va fabriquer de la testostérone. C'est ce qui fait qu'il va avoir la voix qui va muer à la puberté. C'est ce qui fait qu'il va avoir une pilosité qui va se développer. On fabrique des hormones. Les gamètes sexuels, c'est totalement différent. Je veux dire par là qu'un homme peut être totalement infertile, ne pas avoir une bonne qualité de fabrication de spermatozoïdes et avoir une fabrication hormonale rigoureusement normale, avoir une fonction sexuelle notamment parfaitement normale, la fameuse virilité de l'homme, sa capacité, je dirais, à avoir des érections qui sont dépendants de plein de facteurs et notamment la testostérone, n'ont rien à voir avec le concept de fertilité ou d'infertilité. Donc ça, c'est deux éléments extrêmement importants à retenir. Et là encore, les explorations chez l'homme vont être des explorations, dans un premier temps, hormonales, mais l'élément central de l'exploration d'une infertilité chez un homme, c'est le spermogramme. C'est-à-dire chez un couple qui vient, où on se dit, est-ce qu'il y a une origine masculine? Il faut faire le spermogramme, il est incontournable. Je veux dire par là qu'on ne prendra jamais en charge une patiente, une femme, sans s'assurer que l'homme ne pose pas de problème. On ne va pas se mettre à traiter une femme si le patient, si son conjoint, a une altération majeure qui n'est pas explicitée. Idem, on ne va pas se substituer à un homme à l'aider à fabriquer des spermatozoïdes si en face, une femme est totalement infertile pour une cause autre sans l'avoir explorée. Donc ça, c'est absolument fondamental dans la démarche de se préoccuper du couple. Un enfant se fait à deux, tout simplement, le plus souvent. C'est un projet parental. Et donc, il faut qu'il y ait une exploration mixte de l'homme et de la femme par rapport à ce projet. Alors, pour ce qui est des traitements de l'infertilité, ils vont dépendre avant tout de la cause. Je veux dire par là que l'idée, c'est de permettre à une femme d'avoir une ovulation correcte. Ça suppose que au départ, cette patiente, elle a des ovaires qui ne demandent pas mieux que de fonctionner, mais qui n'arrivent pas bien à fonctionner, d'accord? Qui a donc ce qu'on appelle des follicules et des ovocytes, ils existent. Mais si ils n'arrivent pas à être libérés correctement, à maturer correctement, il faut les stimuler. Pour stimuler correctement, eh bien on a, suivant la teinte au niveau du cerveau ou de l'hypophyse, une tendance à stimuler avec des hormones qui viennent de l'hypophyse, la FSH et la LH, pour stimuler l'ovaire qui va se mettre à fabriquer et des hormones et faire grossir ces follicules et libérer les ovocytes. Si maintenant c'est l'ovaire qui ne marche plus du tout, c'est-à-dire qu'il y a une paralysie intrinsèque dans l'ovaire, c'est ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne, on est malheureusement dans une situation qui est beaucoup plus inconfortable parce que ces patientes ont en quelque sorte une forme de ménopause précoce, l'ovaire ne marche plus, le plus souvent c'est une situation qui est définitive mais pas toujours, on a des cas de rémission par rapport à ce dysfonctionnement et à ce moment-là on ne peut pas se substituer à la patiente et donc s'il y a un projet parental, il faut leur proposer de ce qu'on appelle des dons de gamètes, un don d'ovocytes, on prendra les ovocytes d'une autre femme, on les fécondera comme lors d'une fécondation in vitro par les spermatozoïdes du conjoint et l'embryon sera remis dans l'utérus de la patiente qui malheureusement a des ovaires qui ne marchent pas bien. Si maintenant le problème c'est l'utérus, tout dépend du type de problème. Est-ce qu'on peut proposer une cure chirurgicale pour enlever un obstacle? C'est une première hypothèse. Si bien entendu l'utérus pose trop de problèmes ou est d'une très mauvaise trophicité, d'une mauvaise qualité, on peut se retrouver malheureusement dans des situations définitives où l'utérus ne sera pas apte pour une implantation correcte de l'embryon. Donc ça, ce sont des situations somme toute assez rares. Chez l'homme, c'est la même situation. Si vous avez un problème de stimulation de votre fabrication de spermatozoïdes, eh bien, on va aider l'homme à fabriquer des spermatozoïdes. Simplement, contrairement à la femme, c'est beaucoup plus long. Une femme, au bout de quelques semaines, quelques mois, peut se mettre à redémarrer un fonctionnement ovarien et à libérer un ovocyte de belle qualité. Un homme, c'est souvent 12 à 18 mois de traitement. C'est contraignant, c'est plusieurs fois par semaine des piqûres, mais c'est, je dirais, la rançon pour permettre d'avoir une grossesse ensuite au sein du couple naturelle, ou en tout cas la plus naturelle possible, avec les spermatozoïdes du patient.
Si malheureusement le problème il est dans le testicule, comme chez la femme dans l'ovaire, eh bien le spermatozoïde n'est plus fabriqué. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec une insuffisance de spermatozoïdes et parfois on propose des dons de spermatozoïdes là encore. Alors on a parfois des situations qui sont au départ préoccupantes, on ne retrouve pas de spermatozoïdes dans le spermogramme, mais il y a des obstacles, finalement des obstacles mécaniques, et donc on peut être amené à vérifier par des biopsies dans les testicules s'il y a de la réserve. Parce que s'il y a de la réserve, on les prélève et on arrive à faire maturer mieux les débuts, enfin les premiers spermatozoïdes en quelque sorte, pour leur permettre ensuite de féconder un ovocyte. Ce qu'on appelle l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. On pourrait définir l'assistance médicale à la procréation comme toute démarche qui va se mettre en place dès le moment où le couple ne fait pas, je dirais, son enfant seul. Dès le moment où vous donnez un traitement médicamenteux, dès le moment où vous faites une stimulation à minima avec des petites doses d'hormones pour essayer juste d'aider, donner un petit coup de pouce, c'est une forme d'AMP. Simplement, l'assistance médicale à la procréation, dans le vécu de nous tous, des individus, le plus souvent, c'est quoi? C'est la fécondation in vitro. C'est-à-dire que c'est une démarche maintenant totalement mise en place, structurée, avec des centres d'excellence en France, dans toutes les régions françaises. Là n'est pas le problème. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que on va prélever des ovocytes chez la femme, qu'on va stimuler avec de très fortes doses d'hormones. On va prélever les ovocytes, et ces ovocytes vont être mis, on va dire dans un tube, comme on disait ça plus banalement autrefois, ils vont être mis en présence des spermatozoïdes du conjoint. Soit même on fait rentrer le spermatozoïde directement dans l'ovocyte, et le lendemain on regarde s'il y a eu fécondation. Dès le moment où il y a eu fécondation, l'embryon se crée, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Et on va retransférer cet embryon débutant dans un utérus qui a été au préalable bien préparé, et pour voir s'il y a développement ensuite d'un fœtus. 15 jours plus tard, on voit si les fameuses bêta-HCG se positivent, ce qui veut dire grossesse, et à ce moment-là, début d'une grossesse, et puis suivi de la grossesse sur 9 mois. Il est évident que la notion du stress, de la psychologie, module énormément la fabrication des hormones du cerveau et de l'hypophyse. On ne peut pas l'ignorer. Maintenant, il faut d'abord faire très attention à ne pas dire à une femme ou un homme « vous êtes stressé, c'est pour ça que vous êtes infertile ». Il faut de toute façon explorer correctement le couple, l'homme et la femme. Ça, c'est le premier message vraiment à retenir. Ensuite, vous dire que si vous allez passer une semaine au bord d'un lagon à l'eau bleue, azur, vous allez être plus reposé, vous allez arriver à faire votre enfant plus facilement. C'est un doux euphémisme, il n'y a aucune étude qui montre ce genre de choses. Il faut donc évidemment recommander avant tout qu'il y ait une bonne participation du couple. C'est une démarche qui peut être lourde, qui peut être longue. Donc je crois que c'est très important que l'on sente aussi, d'une façon générale, qu'il y ait une mobilisation du couple. Un projet parental, c'est un projet à deux, je le répète. C'est rarement un projet mené par une femme seule, et a fortiori par un homme seul. Donc il n'y a pas de recommandation de qualité de vie. Ce n'est pas parce que vous restez allongé plus longtemps que l'embryon va s'implanter plus. C'est évident que si une femme va courir 3 heures de jogging par jour parce qu'elle en a besoin, alors qu'elle vient d'être en un début de grossesse, c'est peut-être pas la situation idéale, mais en même temps, la plupart des femmes qui font leurs enfants toutes seules, je dirais, sans aide médicale, on ne leur demande pas de changer leur mode de vie d'une façon flagrante. Évidemment, on leur dit ne faites pas beaucoup de voitures, des choses comme ça, mais il n'y a pas de situation particulière. On aura donc toujours tendance à être plus précautionneux et peut-être d'une façon excessive et empirique chez les couples qui sont plus âgés ou chez les couples qui sont en démarche répétée et en échec répété en se disant il faut donner toutes nos chances de leur côté.